pour l'aide économique, l'Europe a été au rendez-vous, plus vite et plus fortement qu'après la crise financière de 2008-2009. Bonjour Eva. Bonjour Christophe Barbier, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin sur Judaïque FM et en duplex avec le studio Kalita de Jérusalem. Vous n'êtes pas médecin, on va donc pas évoquer cette question du déconfinement avec vous, mais le volet politique de cette seconde phase. Alors justement Christophe Barbier, en quoi cette seconde phase est-elle politique ? Il y a trois enjeux politiques dans cette seconde phase. Il y a d'abord un enjeu politique au sens de l'autorité du gouvernement et des administrations sur les Français. Les Français ont été assez disciplinés pendant le confinement et disciplinés dans la première partie du déconfinement, du 11 mai jusqu'à aujourd'hui. Le port des masques dans les transports, la distanciation, il y a eu de la discipline. C'est dû aussi à l'action du gouvernement avec d'un côté la menace d'amende ou de sanctions si on ne respectait pas et de l'autre une pédagogie assez efficace qui a notamment profité au Premier ministre dans les sondages. Deuxième enjeu politique, c'est aujourd'hui le plus important dans la tête des Français, c'est le redémarrage économique. Il faut absolument que ce déconfinement élargi relance complètement la machine économique, pas seulement dans les secteurs concernés, on pense beaucoup aux restaurants aujourd'hui, mais dans toute l'activité économique. On voit bien que depuis le 11 mai, l'embrayage économique est un peu grippé. Ça n'a pas redémarré comme on l'espérait. Espérons que là, ça va être le cas. On va retrouver très très vite de la croissance économique. Dernier enjeu politique, bien sûr, il est à horizon maintenant de quelques semaines, c'est le deuxième tour des municipales, le 28 juin. On saura le 22, le Conseil scientifique donne un feu vert médical à ce second tour. Il y a sans doute peu de suspense, ça sera possible de voter le 28 juin dans de bonnes conditions de sécurité. Mais alors, comment va se dérouler ce second tour en termes politiques ? Est-ce que les listes du gouvernement, les listes En Marche vont être sanctionnées ? Est-ce qu'au contraire, il va y avoir un petit bonus ? Est-ce que les écologistes vont confirmer leur percée du premier tour ? Il y a beaucoup de questions dans les 5000 communes, 5000 qui n'ont pas choisi leur maire au premier tour le 15 mars. Alors justement, Christophe Barbier, sur ce second tour des municipales, quelles pourraient être les conséquences sur les résultats de ce second tour par rapport à la crise que nous venons de traverser, où les maires ont joué un rôle très important ? Oui, il y a plusieurs hypothèses, trois notamment. D'abord, il y aura une prime aux sortants encore plus forte que d'habitude. Les maires ont été au front de la bataille contre le virus, ils ont distribué des masques, la plupart d'entre eux ont été au rendez-vous de leurs concitoyens. Donc normalement, il devrait y avoir de surprimes, de bonus aux sortants. Il y a un deuxième enjeu à suivre, les listes En Marche qui ont eu des difficultés au premier tour, c'était un mauvais premier tour pour la majorité présidentielle. Est-ce que les listes En Marche vont être encore plus sanctionnées parce que dans le pays, on voit dans les sondages que vis-à-vis des gouvernants, notamment d'Emmanuel Macron, il y a de la défiance. Emmanuel Macron est jugé plus sévèrement par les Français que ne le sont les autres leaders étrangers, notamment Merkel, mais aussi Johnson, par leurs propres électeurs. Et puis le troisième enjeu, c'est les écologistes. Les écologistes ont fait une vraie percée au premier tour. Ils ont pu se maintenir dans 122 villes de plus de 9000 habitants, alors que ce n'était le cas que dans 21 villes en 2014. Est-ce qu'ils vont transformer les faits ? Est-ce qu'on verra des maires écologistes à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, à Strasbourg, à Besançon, etc., etc. Les alliances se jouent encore au moment où nous parlons, puisque c'est ce soir à 18h que les listes se font déposer. Il y a eu beaucoup d'alliances, tout sauf écologistes. C'est le cas, par exemple, à Lyon, où Gérard Collomb a fait alliance avec la droite. Il y a quelques endroits où les écologistes ont réussi à faire de bonnes alliances. Ça sera un des vecteurs à surveiller. Est-ce que les gens qui veulent, paraît-il, un monde d'après, un monde nouveau, vont porter des écologistes à la tête de grandes villes françaises ? Christophe Barbier, cet enjeu politique, il inclut aussi quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais il inclut aussi le rôle de l'Europe. Il y a notamment eu un plan pour relancer l'économie au niveau européen. Cette crise qu'on vient de traverser, il a beaucoup été question à ce propos des problèmes liés à l'Europe, le fait que l'Europe était absente, etc. Est-ce que désormais, cette Europe se montrer active dans la reconstruction, plus active en tout cas ? Oui, c'est une chance historique pour l'Europe. Les souverainistes lui ont fait un mauvais procès au début de l'épidémie. La santé, les hôpitaux, ce n'est pas dans les compétences européennes. Donc il n'y avait pas de reproche à faire à l'Europe, même si on aurait pu espérer une plus grande coordination et une plus grande solidarité. On voit donc l'Europe qu'il faut bâtir en termes de santé, de protection des citoyens. En revanche, pour la reprise économique, pour l'aide économique, l'Europe a été au rendez-vous, plus vite et plus fortement qu'après la crise financière de 2008-2009. On a vu les plans successifs, on a vu surtout ce renversement historique, la création d'un emprunt européen par l'Europe qui se met à se comporter comme un État.
ça crée des solidarités financières nord-sud, ça donne l'impression que maintenant, on n'est plus 27 pays dans un même bateau, on est un équipage qui gère de manière fusionnée, de manière unie, ce même bateau. Alors c'est que le début, il faudra voir comment ça se passe, mais il y a une chance historique pour relancer l'Europe, après une crise successive et notamment le Brexit, sur une nouvelle convergence. Une dette européenne, ça veut dire un budget européen, ça veut dire des décisions comme si on était dans un État presque fédéral. C'est le début peut-être d'une grande histoire européenne, à condition bien sûr que les gouvernants soient à la hauteur de cet enjeu. On voit qu'on est sur une Angela Merkel qui a rechigné mais qui s'est ralliée à cette vision. Il y a quelques pays récalcitrants, les fameux frugaux, mais on va dans le bon sens. C'est non seulement une chance historique pour l'Europe, mais aussi pour Emmanuel Macron, une chance ultime de marquer son quinquennat par un grand saut européen. Alors vous parliez de l'Europe, moi j'ai envie de vous parler d'Israël et de ces relations qui se réchauffent avec notamment les pays arabes du Golfe. C'est aussi une des conséquences du coronavirus. Vous pensez que que cette tendance va se poursuivre et peut-être mettre encore plus l'Iran à l'isolement ? Il y a eu plusieurs phénomènes qui ont été dans une forme de coïncidence. D'abord, il y a eu la fin du conflit, même s'il semble interminable en Syrie. En tout cas, ça a cessé d'être l'objet de toutes les attentions internationales. Il y a eu aussi les mésaventures du cours du pétrole, qui ont connu des phénomènes qu'on n'avait jamais vus dans l'histoire du pétrole. Et puis, il y a eu ce coup d'arrêt à la mondialisation et ce bouleversement des relations économiques et géopolitiques avec le coronavirus. Tout cela crée un nouveau climat. Et en effet, on peut espérer que des alliances, des réchauffements se nouent. Moi, je vois quand même deux conditions. Une, à court terme, mais c'est du court terme permanent, c'est que en Israël, dans la relation avec les Palestiniens, on évite le pire et qu'on aille aussi vers des relations plus constructives. Et rien ne nous dit que ça sera le cas. Le deuxième horizon, à beaucoup plus long terme, c'est une stabilisation presque historique, séculaire, où entre les Ottomans, les Perses et les Juifs, il y a quelque chose qui ressemble à une condition de tout cet ensemble. Mais là, j'ai conscience de basculer dans une forme d'utopie, d'uchronie, qui n'a pas forcément de fondement politique actuel. Mais sans parler d'utopie, Christophe Barbier, on a vu une collaboration dans tout ce qui est livraison de matériel, ventilateurs, etc., masques, très effective et très concrète entre Israël et l'Arabie saoudite. Oui, tout à fait. On le voit concrètement sur ce sujet-là, on le voit aussi sur des relations économiques, on voit qu'il y a là une vraie tendance. Alors, le premier impact de cette tendance, c'est bien sûr un isolement de l'Iran, c'est aussi un bloc face à l'alliance Iran-Russie. Attention, on ne pourra pas jouer uniquement contre l'Iran ou sans l'Iran, et ça c'est valable pour les puissances locales, c'est valable aussi pour les grands, c'est valable pour l'Europe. Il faut absolument qu'à un moment donné, sur toutes les bases de négociation possibles, l'Iran revienne dans le jeu, à condition bien sûr que l'Iran le veuille. Ok, bien écoutez, merci beaucoup Christophe Barbier. Christophe Barbier, je vous garde encore un instant. J'ai encore quelques questions à vous poser pour en revenir à la France. Selon un sondage paru dans Le Parisien, la crainte du chômage est désormais plus importante que celle du coronavirus. Du coup, Christophe Barbier, est-ce qu'il faudrait en conclure que malgré tout ce qui a été reproché à l'exécutif, notamment à Emmanuel Macron, la crise des masques, les moyens insuffisants dans les hôpitaux, tout ça, l'exécutif peut un peu le laisser derrière lui et ne pas régler, en tout cas prendre ce problème réellement à bras-le-corps, à la hauteur de ce qu'ont été les problèmes pendant cette crise du coronavirus? Non, je ne crois pas. Le gouvernement ne pourra pas faire l'impasse sur les problèmes sanitaires qui ont été soulevés par cette crise. D'abord, le gouvernement va être rattrapé par la justice. La Cour de justice de la République est saisie par près de 80 plaintes. Certaines vont être classées, mais d'autres donneront peut-être lieu à des instructions. Donc, ça veut dire des ministres qui seront convoqués pour répondre à des questions. Ils ne seront pas forcément condamnés, ça sera très long, mais ça va être gênant quand même dans l'action publique. On va demander des comptes à ce gouvernement et aux gouvernements qui l'ont précédé sur la disparition du stock de masques et les problèmes de pénurie que nous avons rencontrés. Et puis enfin, le président a promis une remise à niveau des hôpitaux français, une remise à niveau des salaires des soignants. Le grand ceinture de la santé, comme on l'appelle, a commencé. C'est Nicole Notat qui s'en occupe. C'est très bien. Elle est la femme idéale pour piloter ce genre de chantier. Mais il faudra des résultats très vite. Il faudra qu'à la rentrée, pas plus tard, il y ait des accords signés entre syndicats et gouvernement sur ces revalorisations. Donc la crise économique globale n'empêchera pas le gouvernement d'avoir des comptes à rendre et des preuves à donner sur sa gestion de la santé en France.
Merci beaucoup Christophe Barbier d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Judaïque FM. Merci également à nos confrères de Studio Qualita d'avoir participé à cet entretien. Bonne journée, à très bientôt. Allez, bonne journée à Judaïque FM et à Eva Soto en particulier. Merci d'être resté avec nous. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choucroune. Le live Studio Qualita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.